fait une quinzaine, voire même une vingtaine de projets sur cette problématique-là. On a travaillé principalement dans la fraise, mais aussi dans d'autres productions maraîchères, soit en champ, soit en serre. On a encore plusieurs projets en cours. Je n'ai pas fait le décompte exactement combien. Donc, c'est vraiment une synthèse. Je présente des résultats. Je vais mettre un accent sur les résultats les plus récents qu'on a obtenus. Mais je ne rentre pas dans tous les détails de nos méthodologies, etc. C'est vraiment une discussion, puis je veux juste alimenter votre réflexion sur la gestion de cet insecte-là. Aussi, je vais présenter quelques résultats de d'autres chercheurs qui sont complémentaires à nos recherches, puis qui nous permettent justement d'alimenter cette réflexion-là. Et l'objectif, c'est vraiment de répondre à comment aplatir la courbe de la punaise terne. Évidemment, M. Arruda, l'année passée, nous parlait d'aplatir la courbe du coronavirus. On en a entendu parler toute l'année. Quand il parlait d'aplatir la courbe, c'était évidemment, il faisait référence à la courbe de croissance d'une population, celle du coronavirus, et que l'adoption de certaines mesures permettait de diminuer la croissance de la population et d'atteindre des plateaux différents. Par exemple, si on laisse sans aucune intervention, le virus se serait propagé très rapidement. On aurait une courbe avec une croissance exponentielle très haute et une atteinte d'un plateau tardif et élevé. Et alors qu'on adopte des mesures pour diminuer sa propagation, mais on diminue cette courbe-là. Donc, quand on réussit à diminuer suffisamment cette courbe-là, on réussit à la maintenir sous un seuil où on est capable de gérer la situation. Donc, on peut vraiment faire un parallèle avec la punaise terne où on peut adopter des mesures qui nous permettent d'aplatir sa courbe et donc de pouvoir intervenir de façon différente. Évidemment, si on se retrouve dans une situation où la punaise terne envahit les champs, devient très nombreuse, donc une courbe de croissance exponentielle avec un plateau très élevé, on n'aura pas le choix d'intervenir avec une certaine intensité. Donc, par exemple, l'insecticide à multiples reprises, sur tout le champ, etc. On peut penser que si on adopte des mesures qui permettent d'aplatir la courbe, on pourra avoir des interventions où on diminue l'intensité, on diminue la fréquence d'utilisation des pesticides, on diminue la superficie ciblée, peut-être qu'on peut cibler juste les zones à risque, etc. Et peut-être même, à certaines occasions, on peut miser sur le système lui-même, les ennemis naturels, pour gérer la punaise terne, toujours en la gardant à l'œil, évidemment. Évidemment, il y a un an, quand la pandémie a commencé, les décisions que prenait le gouvernement pour gérer la pandémie étaient basées sur peu d'informations. Et c'est à mesure qu'ils prennent de l'information qu'ils peuvent raffiner un petit peu les mesures prises pour gérer la pandémie. C'est exactement la même chose pour un insecte ravageur comme la punaise terne. Il nous faut de l'information de base sur lesquels on va pouvoir appuyer nos décisions et établir des stratégies pour la gérer. Donc ici, dans cette section-là, je vais vous parler de son cycle de vie, des plantes hôtes qu'elle exploite et de sa diète. La punaise terne, on l'a suivi, on l'a suivi depuis 2015, mais dans un projet, on l'a suivi pendant 3 ans dans des fraisières commerciales. D'abord, au début d'année, on les suivait dans des fraisières d'été. Et ensuite, on changeait à des fraisières d'automne. Donc, sur la figure que vous avez là, en début d'année, donc à mi-juillet, on changeait. Avant la mi-juillet, vous avez les fraisières d'été, puis après la mi-juillet, vous avez les fraisières d'automne. Donc, on l'a suivi pendant 3 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait des patrons de cycle de population très différents d'une année à l'autre en fonction des conditions météo. La ligne jaune correspond à l'année 2018. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu grosso modo 2 générations. C'est sûr que nous, pour des considérations logistiques, on avait commencé notre échantillonnage à la mi-juin. Et donc, on manquait là, le gros de la première génération. Donc, on avait là, un petit peu la fin de cette première génération-là. Donc, on avait la première génération et un peu plus tard, fin juillet, début août,
on avait la deuxième génération. Là, ici, c'est vraiment des larves de punaises ternes. Donc, on avait la deuxième génération et ça allait comme ça dans l'année. Après, ça diminuait le nombre de larves. Pour l'année 2019, si vous vous souvenez, on a eu un printemps vraiment froid, pluvieux, très défavorable à plein de choses, mais notamment à la punaise terne. Et ce qu'on voit, c'est que déjà son cycle était décalé. Donc, nous, en commençant notre échantillonnage à la mi-juin, même fin juin, on avait la première génération. Et la deuxième génération a vraiment été maîtrisée, du moins dans les fraisières. Et elle était beaucoup plus basse. Donc, une mauvaise année de punaise terne en 2019. Inversement, en 2020, c'était une excellente année pour la punaise terne. Déjà, on voit que la première génération, sa fin était quand même assez élevée, puis elle a fait 2 autres générations. Donc, c'est une année de 3 générations de punaise terne dans les fraisières. Ça, c'est quand on regarde le focus sur les fraisiers. Par contre, dans le même projet, on suivait aussi des plantes sauvages à proximité des fraisières. Et ce qu'on voit, on voit des patrons légèrement similaires, du moins en réponse aux conditions météo. Donc, d'une année à l'autre, on avait un peu le même genre de conclusion. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle fait des cycles beaucoup plus rapidement sur ces autres sauvages que sur le fraisier. Donc, ce qu'on voit, mettons, pour 2018, on avait manqué la première génération printanière et on avait 2 autres beaux pics qui nous donnent 3 générations en 2018. Même chose en 2019. Donc, encore une fois, bon, ça a été un peu retardé, mais on a quand même la population printanière et on a 2 autres petits pics de population. Et en 2020, bon, on a certainement manqué la printanière, puis on a eu 4 autres pics de population punaise terne sur les plantes sauvages en 2020. Donc, c'était vraiment des très, 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 très bonnes conditions de punaise terne. Donc, on peut penser qu'elle a fait 4, même jusqu'à 5 générations l'année dernière. Les plantes qui étaient principalement exploitées, les plantes sauvages principalement exploitées dans ce projet-là, étaient, et là vous en avez certainement à proximité de vos champs, le laitron des champs, moutarde des champs, Galinzoga, vergerette annuelle, verge d'or et chénopode. Une conclusion réellement importante qu'on a observée depuis qu'on a commencé à travailler sur la punaise terne depuis 2015, c'est que le fraisier, c'est très loin d'être un premier choix pour la punaise terne. En fait, c'est vraiment un choix, un des derniers choix qu'elle va faire dans son environnement. Si on lui offre une opportunité, elle va aller ailleurs. Et ça, on observe ce genre de... On arrive à cette conclusion-là, autant dans des champs commerciaux où il va y avoir une utilisation des insecticides, donc évidemment une mesure répressive contre la punaise terne, que dans des parcelles expérimentales où on ne met absolument aucun pesticide et que là, la punaise terne a absolument... son choix est complètement libre, en fait. Là. Il n'est pas entravé par l'utilisation d'un insecticide. Et bon, ce qu'on peut voir ici, c'était une expérience en jardin commun. Donc, on y offrait plusieurs autres alternatifs dans un espace. Donc, c'est des parcelles rapprochées. Et c'est vraiment, la punaise terne exprime sa préférence. Et ce qu'on a pu voir, c'est que, bon, ici pour les adultes, pour cette diapositive-là, la densité d'adultes était vraiment importante sur du tournesol nain et sur de la molène. Ces plantes étaient principalement exploitées à l'automne. Donc, à l'automne, les populations d'adultes de punaise terne arrivent quand même à leur pic, à leur pointe. Et c'était sur tournesol et la molène qu'on les trouvait en grande quantité. Tandis que l'été, on trouvait les adultes principalement sur le canola, le sarrasin. Ensuite, on voyait des adultes sur le fraisier. Et la moutarde était la plante la moins exploitée dans ce lot de 6 opportunités-là. Plantes disponibles pour les punaises ternes. La moutarde était le moins exploitée par les adultes. Par contre, c'était la plus exploitée par les larves. Donc ici, ce qu'on voit, c'est les préférences des larves. Et encore une fois, le fraisier est loin dans les préférences par rapport aux autres plantes hautes. Donc, on avait la moutarde en premier, le canola en deuxième, le sarrasin en troisième, le tournesol en quatrième. Et ensuite, on voyait la fraise. Et en dernier, on voyait la molène. Ce qu'il faut savoir de la molène, c'est que c'est une plante qui est exploitée vraiment en fin d'année par la punaise terne. Et c'est vraiment quand les adultes sont rendus, quand les punaises ternes sont rendus vraiment juste au stade adulte. Il n'y a presque plus de larves à ce moment-là de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on voit presque pas de larves dans les plants de molène. Dans un autre projet, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait des parcelles de fraises
Et à proximité, on a laissé pousser l'amarante et l'herbe à poux, donc des plantes sauvages qu'on connaît être très exploitées par la punaise terne. Et ce qu'on a vu, c'est que l'écrasante majorité des punaises ternes se trouvaient dans l'herbe à poux, ensuite dans l'amarante, puis un peu dans la fraise qui était pourtant juste à côté. Donc, on voit vraiment un taux relativement bas d'adultes dans la fraise. Et on voit un taux de 0,37 larves sur les fraisiers. Ça paraît très bas. Par contre, ça reste au-dessus du seuil d'intervention qui en ce moment, et si je ne me trompe pas, c'est 5 nymphes par 25 frappes réalisées. Donc, les conseillers font des frappes dans les champs. Et après 25 frappes, s'ils ont vu 5 larves, ben, ils vont conseiller d'utiliser des traitements phytosanitaires contre la punaise terne. Et donc, 5 sur 25, ça fait 0,2 frappes punaise terne larvaire par frappe. Donc, c'est donc dire qu'ici, malgré le fait qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de punaises ternes, ça dépasse le seuil économique. Donc, si fraisier, c'est vraiment pas une plante préférée de la punaise terne, comment ça se fait qu'on a autant de dommages sur les fraisiers? Comment ça se fait qu'on pense? Parce que la plupart des gens à qui j'ai parlé avant même de travailler sur la punaise terne étaient comme les fraisiers, c'est la plante la plus extraordinaire pour la punaise terne. Et on réalise que c'est pas du tout le cas. C'est que le fraisier, en fait, est extrêmement vulnérable à la punaise terne. Et en plus d'être très vulnérable, est très synchronisé sur le cycle de vie de la punaise terne. Donc, dans les pics de population, du moins dans les années plutôt normales, 2019 n'étant pas une année normale, dans les pics normaux de population de la punaise terne, c'est là que le fraisier est en fleurs, et donc qu'il y a des fleurs et des jeunes fraises en développement, et c'est là qu'il est vulnérable. Donc, ça laisse très peu de marge de manœuvre aux producteurs. Donc, gérer un champ de fraises, c'est un petit peu comme gérer un CHSLD en temps de pandémie. On a des gens très vulnérables à protéger, donc les fraisiers sont très vulnérables et ça laisse absolument pas de marge de manœuvre aux producteurs. Comment est-ce que la punaise terne fait des dommages sur la fraise? Déjà, la punaise terne, elle va arriver, elle va insérer son stylet dans la fraise et elle a un petit peu de flexibilité, elle va chercher comme ça le tissu qu'elle préfère consommer. Donc, elle va piquer à quelques reprises et se promener. Comme ça, elle va causer un petit peu de dommages physiques à la fraise, mais ça ne devrait pas être un dommage suffisant pour entraîner les dommages qu'on voit normalement sur les fraises qui ont été piquées par la punaise terne. Ce qui va l'endommager, c'est en fait que les punaises, ils vont digérer le tissu à l'extérieur. En fait, il y a une digestion extra-orale. Ils vont excréter leur salive dans le tissu, qui va liquéfier le tissu, et c'est ça qu'ils vont absorber. Nous, évidemment, quand on mange une fraise, c'est dans notre bouche que ça se passe. Ensuite, on l'ingère, puis ça continue dans l'estomac. Pour la punaise terne, c'est un petit peu comme si nous, on crachait sur notre fraise jusqu'à ce qu'elle se décompose, puis qu'on boit ça. C'est juste un peu moins appétissant de manger une fraise, mais pour une punaise terne, c'est comme ça que ça se passe. Et dans cette salive-là, ce qu'on va trouver, c'est des enzymes digestives. Et parmi celles-là, on va trouver la pectinase et l'amylase en quantité significative, là, en grande quantité. Et ces deux enzymes-là sont généralement associées à la consommation de ressources végétales. Mais on trouve aussi de la protéase, qui est une enzyme qui, oui, peut servir à la consommation de ressources végétales, mais qui sert aussi à la consommation de ressources animales. Et donc, on s'est posé la question à savoir, est-ce que la punaise terne est un insecte herbivore ou un insecte omnivore? Donc, est-ce que c'est aussi, en plus d'être un phytophage, donc consommer évidemment des ressources végétales, est-ce qu'elle consomme aussi des ressources animales? Donc, en laboratoire, on a été testé, est-ce qu'elle mange des pucerons? Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, absolument. Et plus son stade est grand, donc les adultes et les stades 5, en mangent quand même de façon significative, de façon importante, et même les plus petits stades en consomment. Et ça peut être quand même des nombres assez importants. On parle d'une 15 à 20 pucerons par jour dans un test où il y en avait 25 de disponibles. Et on a vérifié aussi si consommait des tétraniques. Donc, des tétraniques, elle peut trouver aussi en champ de fraises. Et c'est effectivement le cas. Donc, tous les stades vont manger des tétraniques.
malgré tout, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment pas la ressource préférée de la punaise terne. A été vérifié ce qu'on appelle sa réponse fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire, à mesure que la densité des proies augmente, on regarde à quelle mesure la punaise terne inclut la proie dans sa diète. Et donc là, bon, évidemment, quand il y a juste 5 proies de disponibles, bon, elle ne peut pas en manger plus que 5, évidemment. Donc, on a une courbe qui commence tranquillement et qui monte de façon exponentielle, qui atteint un plateau à un certain niveau. Et ce niveau-là, pour la consommation de pucerons, est quand même assez élevé. Donc, une colonie de pucerons là, qui serait de 55 à 60 individus, ce qui est quand même pas nécessairement rare en milieu naturel, c'est quand même très possible. Mais la punaise terne va pouvoir consommerait en moyenne, approximativement, 35 pucerons de cette colonie-là. C'est donc vraiment important et on voit un petit peu moins élevé pour le tétranique. Ce qui est important de comprendre ici, c'est pas, je ne suis pas du tout en train de vous dire que la punaise terne est un agent de lutte biologique, que vous ne devez pas la tolérer dans votre champ, etc. Au contraire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand les proies vont être disponibles, ben, la punaise terne elle va avoir une ressource supplémentaire à consommer et ça va peut-être influencer ses choix éventuellement. Ça va peut-être influencer sa performance. Donc, on s'est intéressé à savoir comment sa diète, puis l'inclusion de proies dans sa diète va influencer ses performances et donc possiblement ses choix rendus sur le terrain. Donc, on a offert à des larves de punaise terne différentes diètes et on a mesuré la survie larvaire, on a mesuré le développement larvaire et dans la prochaine diapositive, on a le poids des adultes et la taille des adultes. Donc, ce qu'on peut voir déjà en partant, c'est que le fraisier, c'est vraiment pas une diète de haute qualité pour les punaises ternes. Donc, une diète de fraisier, ici, la diète de fraisier, c'était des feuilles de fraisier avec des fleurs de fraisier. Donc, une diète que normalement, on aurait pu penser qui était de bonne qualité pour la punaise terne. C'est tout l'inverse, en fait. Il y a à peine plus que 50% des larves qui se sont rendues à l'âge adulte. Et la seule diète qui était pire, c'était une diète uniquement de tétranique, qui n'était vraiment pas une bonne diète. Et pour le temps de développement, donc le temps que ça prend à une larve pour devenir adulte, eh bien, le fraisier, c'était la pire diète. C'était la diète qui prenait le plus de temps à la larve avant d'atteindre son âge adulte. Par contre, quand on ajoute du puceron à cette pauvre diète de fraisier, eh bien là, ça devient drôlement plus intéressant pour la punaise terne. Donc, on atteint un taux de survie qui est dans les meilleurs, donc alentour de 90% de survie, et un temps de développement raccourci de façon significative par rapport à la diète simplement composée de fraisier. Un autre résultat intéressant de cette étude-là, c'est qu'on regarde le canola et le puceron. Le canola et sarrasin, c'est des plantes qui sont proposées comme plantes pièges. Je vous en parlais un peu plus tard dans la présentation. Ce qu'on peut voir, c'est que des diètes de canola avec ou sans puceron offrent un taux de survie vraiment intéressant pour la larve de punaise terne. Et c'est en fait, c'est les meilleures diètes pour la vitesse de développement. Donc, elle se développe plus rapidement quand elle a du canola de disponible. Ensuite, on s'est intéressé au poids qu'avaient les adultes après s'être développés sous les diètes qu'on vous a présentées. Le poids des adultes, c'est vraiment important parce qu'il est généralement relié à la fécondité. Donc, une femelle qui est de bonne taille, qui a un bon poids, généralement pond plus d'œufs qu'une femelle de petite taille. Donc, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est que le fraisier est encore la pire diète pour la punaise terne. C'est la diète de fraisier qui engendre les individus les plus petits. Donc, il ne faut pas trop se surprendre qu'en champ, quand on leur offre l'opportunité d'aller soit sur des fraises ou soit sur d'autres plantes, ils choisissent les autres plantes, en fait. Et parce que le fraisier, ça reste une plante de pauvre qualité, et ça, c'est sans l'inclusion des insecticides. C'est vraiment des plantes cultivées sans aucun insecticide ou pesticide quelconque. Là. Ce qu'on peut remarquer, par contre, à mesure qu'on ajoute du puceron, eh bien là, ça vient, comme pour le développement larvaire, ça vient vraiment améliorer la diète. Donc, on peut penser qu'un champ de fraisier infesté de pucerons, ou avec au moins un minimum de pucerons, deviendrait beaucoup plus intéressant qu'un champ de fraisier sans pucerons pour la punaise terne.
Donc, si elle a un choix libre, ça peut faire un choix, ben là, soudainement, fraisier-puceron devient une alternative peut-être intéressante. Autre résultat, ben, c'est qu'on voit encore une fois que non seulement le canola améliore la survie larvaire, la vitesse de développement larvaire, mais aussi ça donne des individus plus gros, plus grands, et donc probablement plus fertiles, plus féconds. Et donc, ça amène une question assez intéressante parce que puisqu'on la propose comme plante piège parce qu'elle est très attractive par rapport au fraisier, il y a un petit peu un double tranchant là-dedans, c'est qu'à la fois, oui, elle est attractive, donc elle permet d'attirer les punaises ternes en dehors de la fraisière, mais ça va être un milieu très bénéfique aussi pour la punaise terne, donc elle va augmenter probablement en nombre et en qualité, si on peut dire, donc des individus qui sont capables de pondre davantage. Par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le sarrasin, lui, fait sur la punaise terne. C'est que c'est une plante beaucoup plus attractive que le fraisier, on va le voir un peu plus tard, mais ça n'augmente pas tant que ça sa performance, en fait. Il y a un léger gain de performance par rapport au fraisier, mais il n'est pas spectaculaire. Et la diète mixte, donc de fraisier et de sarrasin, donc les deux ensemble, c'est pas tellement mieux. Donc, il faut garder ça en tête là, dans les prochaines diapositives. Le sarrasin est un certain intérêt pour attirer à la fois la punaise terne, mais sans non plus lui donner un trop gros bonbon, si on veut. Ces diapositives-là peuvent vous faire penser que la punaise terne, c'est un insecte prédateur qui se nourrit de plantes. En fait, c'est un peu l'inverse. C'est un insecte qu'on va dire phytozoophage, donc principalement, qui va consommer principalement des ressources végétales, mais qui va complémenter cette diète-là avec des ressources animales. Dans un autre test complètement, ce qu'on a mesuré, c'est son taux de prédation avec ou sans une ressource végétale. La proie ici, c'était des œufs d'Héphaestia, qu'on utilise souvent pour élever les prédateurs en laboratoire. Et ce qu'on voit, c'est que quand elle n'avait pas d'alternative végétale, elle consommait en moyenne quand même 100 œufs par jour. C'est énorme, c'est beaucoup. Il y a des prédateurs qui font moins bien que ça. Et donc, c'est vraiment un prédateur quand même surprenamment efficace, si on peut dire, là. Et par contre, quand on offre une simple feuille de salade romaine, qui n'est certainement pas la diète préférée de la punaise terne, mais qui est une ressource végétale alternative, eh bien, on réduisait de 60% le taux de prédation sur les œufs d'Héphaestia. Donc, ça exprime vraiment que la punaise terne préfère les ressources végétales, mais qu'elle va quand même utiliser les ressources animales pour améliorer sa performance. Et dans la catégorie une image vaut 1000 mots, la punaise terne, en plus de s'attaquer aux pucerons, aux tétraniques, etc., elle s'attaque à elle-même. C'est sûr que le cannibalisme est souvent considéré comme un billet de laboratoire parce que là, ils sont nombreuses dans un petit environnement, ils sont confinés, ils vont se manger entre elles. Et c'est un peu vrai. Par contre, c'est aussi vrai que ça a un impact en champ, ça existe. Il y a la compétition entre les individus, ils vont se croiser. Puis quand la population est très dense sur un plan, le taux de cannibalisme peut franchement augmenter et faire partie du calcul ou de la décision que peut prendre les punaises ternes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des punaises, les trois sont de même stade et il y a deux punaises qui s'attaquent à une pauvre victime là, au milieu. Bon, un coup qu'on a acquis des connaissances sur la biologie ou des connaissances au moins fondamentales sur comment ça marche le ravageur ou le virus, ensuite on va aller le dépister dans la population ou faire un suivi de sa population. Pour le coronavirus, il semble exister à peu près juste une méthode désagréable, mais pour la punaise terne, il existe différentes méthodes, notamment le battage, qui est probablement le plus connu parce que c'est celui-là qui est utilisé par les conseillers pour faire le suivi des punaises ternes. Mais il existe aussi les pièges collants. Il existe le filet fauchoir, il existe l'aspirateur aussi qui va permettre de capturer des punaises ternes. Ensuite, on va identifier les punaises ternes en laboratoire. Ce qui est intéressant, c'est que ces méthodes-là nous donnent des informations très différentes sur la punaise terne. Le battage va nous donner les individus qui sont résidents sur le plan, qui sont là au moment où on fait le battage et qui sont vraiment en train d'exploiter le plan. Ça va nous donner aussi une mesure de tous les stades de développement. Quand on fait le battage, les jeunes larves autant que les adultes tombent, puis on peut compter
autant les jeunes que les adultes. Évidemment, les adultes, il faut se dépêcher parce qu'ils ont tendance à voler très rapidement. Mais bon, avec peu de pratique, on y arrive. Et pour ceux qui ont fait la capture des adultes et qui ont identifié les sexes en laboratoire, le battage nous donne vraiment un indice que la punaise terne elle a un ratio, un mâle pour une femelle dans la population. Donc, il y a vraiment un sexe ratio équivalent dans la population. Alors que les pièges collants, plutôt, vont nous donner un indice des individus qui sont en déplacement ou en train d'explorer leur environnement. Donc, c'est des individus qui volent et qui vont aller voir c'est quoi ça, ce blanc-là, et pouf, il reste collé. Évidemment, les pièges sont là. Ils nous donnent un portrait sur une plus longue période. Moi, j'ai marqué plusieurs jours parce que nous, on les avait laissés 14 jours, nos pièges. Je vais vous donner les résultats dans pas long. Donc, c'est les quantités de punaises ternes qu'on a capturées sur 2 semaines. Finalement, si on change les pièges au jour, ben, sur 24 heures, etc. Les pièges collants donnent un biais favorable aux mâles. Donc, on capture toujours plus de mâles que de femelles dans les pièges collants. Et évidemment, on capture uniquement les adultes. Les larves ne se retrouvent pas sur les pièges collants. Donc, on capture les individus qui volent puis qui se déposent sur le piège. Et notre suivi qu'on a fait, donc nous, on avait des parcelles avec des pièges collants, puis on avait une parcelle de battage où on faisait un suivi. Et ça nous donne des conclusions complètement différentes sur la dynamique des populations. Ce qu'on peut voir pour le battage, en fait, on avait des pièges au centre d'un champ de fraises, des champs de fraises, les mêmes champs de fraises que je vous ai présentés tantôt, là, de 2018 à 2020. On avait des pièges sur le rang externe, donc le rang en bordure, et on avait des pièges en milieu naturel adjacent, donc pas très loin du champ de fraises où on avait des plantes sauvages exploitées par la punaise terne. Donc, si on se fie aux frappes, on arrive à la conclusion que il y a beaucoup plus de punaises ternes sur les plantes sauvages que sur les plantes fraisiers, que ce soit au centre ou en bordure. Et ça, c'est vraiment un portrait, je dirais, réel de la population sur les plants. Alors que sur les pièges, on avait une conclusion différente. Sur les pièges, on capture plus d'adultes dans les pièges en champ, que ce soit au centre ou en bordure, que dans le milieu naturel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pièges, vraiment, on capture les individus qui sont en train d'explorer leur environnement ou de rechercher des partenaires sexuels ou des sites de ponte, dans le cas des femelles, etc. Donc, c'est vraiment les individus qui se déplacent et là, sont attirés par notre piège et vont se coller dessus. Donc, dans un milieu naturel, probablement que le milieu est plus riche et plus jugé de qualité par la punaise terne. Elle a besoin probablement de se déplacer un petit peu moins pour trouver ce qu'elle a besoin. Donc, moins d'opportunités, moins de chances, juste par hasard, de tomber dans nos pièges. L'aspect intéressant des pièges collants, c'est qu'on peut leur attacher ou leur adjoindre des phéromones sexuels. La punaise terne, les femelles punaises ternes émettent des phéromones sexuels pour attirer les mâles. Phéromones sexuels qui signalent je suis une femelle, je suis prête à me reproduire, etc. Et les mâles, ils vont être attirés par ça. Les phéromones sexuels chez la punaise terne sont composés principalement de 3 molécules qui doivent se retrouver en quantité et en proportion spécifiques pour envoyer le message ceci est une femelle prête à se reproduire. Et cette proportion-là varie d'une espèce de ligus à une autre. Les punaises ternes, d'une espèce à l'autre, ont leur propre message qui permet au mâle de vraiment aller détecter les femelles de sa propre espèce. Donc, quand le message change, mais ça ne devient plus un message de phéromones sexuels, donc ça ne signale plus ici se trouvent des femelles prêtes à se reproduire. Donc, nous, on a fait ces pipettes-là en laboratoire, donc ce composé-là avec les 3 molécules en proportion spécifique qui avaient déjà été déterminées dans des études antérieures, donc que je cite ici en bas. En champ, ça prenait cette forme-là. Donc, on avait notre poteau avec notre piège qui était pour être déposé par-dessus. Donc, notre phéromone était en dessous du piège, protégé du soleil par le piège. On les laissait là 2 semaines. Et ce qu'on a pu observer, c'est une certaine efficacité. Déjà, ce que je vais mentionner, c'est qu'en plus des phéromones sexuels, on avait testé des attractifs d'odeur de fleurs, en fait.
qu'on sait attractif pour la punaise-terne, mais on ne savait pas si c'était attractif en champ. Et bon, ce qu'on a ici, c'est le traitement Attract pour l'attractif, puis A aussi. Donc, A et P, c'était l'attractif et la phéromone combinée. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'attractif n'a eu aucune espèce d'influence sur les captures de punaise-terne, ni positive ni négative. Donc, ce qu'on peut voir, par contre, c'est que les pièges à phéromones ont permis de capturer significativement beaucoup plus de mâles. On avait 2,6 fois plus de mâles dans nos pièges avec les phéromones sexuels que dans les pièges sans phéromones sexuels, les pièges témoins. Mais aussi, et un peu étonnamment, on avait significativement plus de femelles dans les pièges à phéromones que dans le piège témoin. On avait 1,1 fois plus de femelles ici, dans le piège à phéromones, que dans le témoin. Ce qui est, c'est plutôt intéressant parce que les mâles et les femelles ne vont pas percevoir la phéromone sexuelle de la même manière. Évidemment, pour le mâle, ça veut dire opportunité de se reproduire, ça veut dire ici, il y a une partenaire sexuelle possible pour la reproduction, alors que pour la femelle, ça peut être un gage de qualité de l'environnement. Par exemple, la femelle qui veut pondre, elle échantillonne l'environnement, et si elle sent que d'autres femelles dans un certain coin de l'environnement sont là et émettent des phéromones sexuels, c'est que ces femelles-là ont déjà, elles, échantillonné cet environnement-là et ont déjà considéré que c'était un environnement de qualité. Donc, c'est une information sociale qui serait utilisée par les femelles de punaise-terne pour trouver des endroits où pondre leurs œufs. La punaise-terne n'est vraiment pas le seul animal à utiliser l'information sociale pour établir ou pour évaluer la qualité de l'environnement. Il y a une foule d'autres espèces qui le font. Et il y a même nous, l'être humain, on fait pareil. Un autre aspect vraiment intéressant de l'efficacité des phéromones, c'est qu'elles étaient beaucoup plus efficaces en champ de fraises qu'en milieu naturel. En fait, on a capturé 2,28 fois plus de mâles dans nos pièges à phéromones au champ que dans nos pièges à phéromones en milieu naturel. Ici, le résultat, c'est que les pièges à phéromones. L'effet ici de l'emplacement a uniquement eu un effet sur le comportement des mâles et non pas sur les femelles. Donc, ce qui est plutôt intéressant comme résultat, ce que ça l'indique, ce que ça suggère, c'est que, bon, on avait vu tantôt que la densité de population réelle, elle est plus grande en milieu naturel qu'en champ. Donc, notre phéromone sexuel, ça vient peut-être comme une espèce une goutte dans une mer de femelles en train d'émettre elle aussi des phéromones sexuels. Donc, ça devient moins efficace simplement parce que ça a une incidence moins importante dans l'environnement. Alors qu'au champ, là où on a moins d'individus et probablement moins de femelles en train de se reproduire ou d'émettre des phéromones sexuels, le message devient beaucoup plus clair. Il y a moins de bruit de fond en arrière causé par la compétition des femelles, si on veut. Et donc, nos pièges à phéromones sont très efficaces pour attirer les mâles au champ. Un autre aspect intéressant de nos pièges à phéromones, c'est qu'on s'est intéressé à est-ce qu'on est capable, à partir des captures de femelles dans nos pièges à phéromones, maintenant qu'on sait que les femelles sont un peu plus attirées par nos pièges à phéromones, est-ce qu'on peut prédire les larves qu'on va retrouver au champ? Et la réponse, c'était oui, en fait. Ce qu'on a ici sur la figure, bon, vous avez sur l'axe des X le nombre de femelles capturées par piège et vous avez le nombre de larves qu'on avait dans la zone de battage. La zone de battage n'était pas immédiatement à côté du piège. C'était une zone complètement séparée et ça nous donnait un indice de combien il y a de larves au champ et non pas combien il y a de larves spécifiquement à côté du piège. Et donc, ce qu'on a, c'est que quand on capture beaucoup de femelles dans nos pièges à phéromones, bien, on va avoir plus de larves dans ces champs-là. Donc, il va y avoir une relation positive. Et c'est particulièrement vrai en bordure du champ qu'au centre, qui est aussi vrai, mais dans une moindre importance. Alors que les pièges où il n'y avait pas de phéromones sexuels ne permettent pas de prédire cette relation-là entre les captures de femelles et les larves au champ. Donc, ça vient un peu conforter notre hypothèse, à savoir que les femelles qui sont attirées dans les pièges à phéromones, c'est qu'ils sont en train de chercher un site de ponte et que la phéromone sexuelle leur dit ici,
une femelle a déjà échantillé l'environnement, elle l'a déjà considéré de qualité. Donc, les femelles se retrouvent là-bas et se font prendre par les pièges. Et donc, les femelles qui sont prises dans ces pièges-là, c'est les femelles qui s'en venaient au champ chercher un endroit où pondre leurs œufs. Donc, c'est vraiment un indice, là, oh, ça, c'est les femelles problématiques. C'est vraiment celles-là qui nous causent éventuellement un problème dans le champ de fraises parce que c'est elles qui génèrent les larves qui s'en viennent. Donc, ça nous amène un peu à réfléchir à la séquence de reproduction des femelles. Donc, ici, ce qu'on voit sur le dos, c'est une femelle. En agrandi, là, on voit son ovipositeur avec son abdomen qui se termine un peu arrondi, si on veut. Et juste à côté, on a un mâle. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'ovipositeur. Et on voit que l'abdomen se termine un peu plus pointu, si on veut, ou légèrement différent. Les femelles, le jour 1, là, quand ils deviennent adultes, ne sont pas sexuellement, sont pas prêtes sexuellement, donc ne sont pas encore matures sexuellement. Il va y avoir une période de prématurité qui va varier normalement entre 5 et 7 jours, qui va dépendre de la température et de la diète. Par exemple, en 2019, ce qu'il faut savoir, c'est que les punaises ternes passent l'hiver sous forme adulte, en diapause reproductive, donc ils ne sont pas encore sexuellement matures. Donc, quand il arrive le printemps, bientôt, dans un mois d'ici, ils vont émerger, ils vont maturer sexuellement, se reproduire et pondre leurs œufs. Donc, le printemps 2019, qui a été très froid et pluvieux, a probablement retardé la période de prématurité. Au lieu d'être 5 à 7 jours, elle a peut-être été de 14 jours, par exemple. Et donc, ce qu'on observait dans nos courbes de croissance là, de population tantôt, que je vous ai présenté au début de la présentation, son cycle était un peu décalé. La température comme ça peut jouer sur ces variables-là, puis faire tout décaler le cycle de population. Ensuite, un coup que la femelle a atteint la maturité sexuelle, elle va se reproduire. Les femelles vont se reproduire de 1 à 3 fois, c'est ce qui est connu. Elles peuvent se reproduire une seule fois et avoir suffisamment de spermatozoïdes pour féconder tous leurs œufs. Par contre, elles ont un intérêt à se reproduire plusieurs fois avec des mâles différents pour diversifier la génétique de leur descendance. Une descendance plus diversifiée permet d'affronter des conditions environnementales différentes. Donc, tandis qu'une descendance moins diversifiée génétiquement serait plus vulnérable à des changements radicaux de l'environnement ou des changements importants, imprévisibles. Une femelle qui se serait reproduite, par contre, va être moins réceptive pendant une période d'environ 14 jours. À l'opposé, les mâles vont avoir une période de maturité aussi d'environ 5 jours, aussi influencée par la température et la diète. Et ensuite, va aller se reproduire environ jusqu'à 7 fois. Il peut se reproduire à chaque jour. Donc, un mâle punaise terne, là, à peu près son unique préoccupation, ça va être d'aller trouver les femelles et se reproduire. C'est un petit peu comme un ado de 16 ans, finalement. Ensuite, un coup que les femelles se sont reproduites, et là on voit le potentiel quand même d'augmentation de la population, les femelles peuvent pondre en moyenne 300 œufs, une seule femelle. Déjà, si elle pond 300 œufs dans une fraisière, rappelez-vous déjà que la diète de fraisier est de pauvre qualité pour la punaise terne, puis il y a à peu près une mortalité de 50%, mais ça laisse toujours bien 150 larves qui peuvent se rendre à l'âge adulte. Donc, ça cause un problème largement très important et une multiplication élevée. Évidemment, sur les 300 œufs, clairement pas 300 qui se rendent à l'âge adulte, là. Il y a toujours des œufs qui ne seront peut-être pas assez fécondés, qui écloreront pas, puis les larves vont mourir pour plein de raisons, dont les prédateurs, etc. Chose qu'on connaît peu de la punaise terne, c'est son comportement de ponte. En fait, on ne connaît pas beaucoup ce qui la motive. Normalement, les insectes, les femelles vont choisir des sites de ponte qui vont favoriser le développement des larves. Chez la punaise terne, ça ne semble pas tant évident, cette relation-là. Et ses préférences semblent changer dans le temps. Donc, c'est vraiment un aspect de la biologie de la punaise terne qui reste à définir, qui reste pas très clair. Autre aspect d'un ravageur ou d'une pandémie, c'est de bien comprendre la transmission.
Donc, la transmission du virus, évidemment. Par exemple, si vous vous rappelez, au début de la pandémie, on lavait notre épicerie parce qu'on pensait que ça se transmettait beaucoup par les surfaces. Ensuite, on a davantage compris que c'était plus par les micro-gouttelettes, etc. C'est un peu la même chose pour la punais externe. Qu'est-ce qui fait qu'elle se disperse dans l'environnement? Donc, on s'intéresse à ces déplacements dans l'environnement. Et je vais vous résumer ce que d'autres chercheurs ont fait sur le sujet. Il y a eu différentes recherches sur la capacité de dispersion de la punaise, autant en laboratoire que sur le terrain. Et ce qu'on peut voir, déjà en laboratoire, il est établi que la punaise externe a une vitesse de vol moyenne d'environ 1,6 km/h. C'est déjà considérable. Évidemment, c'est rare qu'une punaise externe, ou rare ou jamais, qu'une punaise externe va voler en ligne droite pendant 1 heure pour parcourir 1,6 km, mais ça vous donne quand même une idée de la capacité de dispersion de cet insecte-là. Et en champ, ben, ça résulte en une dispersion qui a été observée sur une période de 5 jours. Les punaises externes parcouraient en moyenne 1157 mètres, donc un peu moins que 1,2 km à partir du centre là où les individus avaient été marqués. Dans ma liste ici de caractéristiques, là, quand c'est en noir, ça a été fait en laboratoire, puis quand c'est en bleu, ça a été fait sur le terrain. Dans cette même étude de terrain-là, donc, le maximum de dispersion qui avait été observé sur une période de 5 jours, c'était 2350 mètres. Donc, un peu moins que 2,5 km. En laboratoire, ce qui avait été établi, c'est que les femelles fécondes, donc les femelles qui cherchent des sites de ponte pour aller pondre leurs œufs, c'est elles qui avaient le vol le plus long. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette expérience-là, évidemment, les femelles n'avaient pas à leur disposition de plantes. Donc, elles n'avaient pas ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles sont en train de chercher. Donc, les femelles volaient. Donc, tant qu'elles n'ont pas un endroit pour aller pondre, c'est elles qui exprimaient le plus de volonté de voler et de trouver ce qu'elles ont besoin. Par contre, sur le terrain, c'est vraiment les mâles qui parcouraient les plus grandes distances. Donc, ça suggère que sur un terrain où il y a plusieurs plantes totalement valables pour la ponte des œufs de la punaise externe, et elles peuvent être quand même variées. Vous voyez bien que les plantes sauvages sont quand même diverses, exploitées par la punaise externe. On sait qu'elle exploite approximativement 380 autres différents là, dans son aire de répartition là, qui est nord-américain. Bon, donc dans un environnement plus complexe, les femelles fécondées vont trouver ce qu'elles ont besoin dans une distance un peu moins grande, alors que les mâles ont quand même un intérêt d'aller plus loin, parce que, évidemment, s'ils restent sur le plan où ils sont nés, ils ont une grande chance de se reproduire avec leurs sœurs. S'ils vont sur le plan à côté, ils vont se reproduire avec leurs cousines. Et s'ils se déplacent un peu plus loin, ils ont plus de chances de se reproduire avec des femelles qui ne sont non apparentées. Et donc c'est plutôt favorable au niveau génétique, si on comprend. L'autre résultat vraiment surprenant de ces études-là, c'est que la larve de punaise externe, qui n'a pas d'aile, donc qui marche pour se déplacer, eux, ils en ont trouvé jusqu'à 62 mètres, 5 jours après le marquage d'une parcelle, 62 mètres de distance. Donc, une seule parcelle qui s'est déplacée sur autant de distance. Une seule larve s'est déplacée sur autant de distance. Ce qui est quand même... moi, j'ai vraiment étonné de ce résultat-là. Ça doit être extrêmement rare. C'est vraiment une larve qui a fait ça. Mais ça donne juste une idée de la capacité de dispersion de cet insecte-là, de sa dynamique dans l'environnement, à quel point que, peut aller chercher la ressource qu'il a besoin là où il le veut. Évidemment, les déplacements dans l'environnement, c'est pas gratuit, si on peut dire, entre parenthèses, pour les individus. Plus tu te déplaces, plus tu as de chances de tomber dans un piège, sur un prédateur, etc. Autre aspect de ces études-là, c'est qu'il a été défini que la zone d'influence, on peut dire, alentour d'un champ de fraises, où il y avait aussi des études sur des champs de coton aux États-Unis, la zone d'influence de la punaise externe se limite entre 750 mètres à 1 km de rayon autour des champs. Donc, tout ce qui se passe là-dedans peut avoir une influence sur la population qu'on retrouve dans la fraisière. Par exemple, si dans une culture, disons, primaire, par exemple un champ de luzerne ou un champ de canola, où la punaise externe va se multiplier, bien, cette population-là peut venir influencer la population de la fraisière si elle se trouve dans un rayon d'1 kilomètre de cette fraisière-là.
Autre aspect, dernier aspect de ces études-là, en fait, avant de passer au dernier aspect, évidemment, si l'environnement est plus complexe, il dispose de zones naturelles ou de bancs de pièges, mais ça va dériver, d'une certaine manière, la migration d'une culture primaire vers une fraisière. Donc, ça va pondérer la quantité de punaises qu'on va trouver dans la fraisière. Et le dernier aspect qui était plutôt intéressant et même plutôt surprenant, c'est que la punaise terne a des déplacements préférentiels sur un axe est-ouest que sur un axe nord-sud. Donc, ça peut... donc, évidemment, si, mettons, la culture primaire se trouverait au nord plutôt qu'à l'ouest, elle aurait probablement une influence moins grande que si elle était à l'ouest. Donc, on peut se demander quelles sont les motivations de la punaise terne pour se disperser. Évidemment, les deux grandes motivations vont être la reproduction et l'alimentation. La reproduction va mener à des déplacements de plus grande envergure. Donc, les individus vont chercher des partenaires sexuels plus loin, vont chercher des sites de ponte plus loin. Toujours un processus pour éviter la consanguinité, d'une certaine manière. Par contre, pour l'alimentation, ça peut mener à des déplacements plus petits, en moins de manquer carrément de ressources alimentaire là, qui nécessiterait un déplacement sur une plus grande distance. Si la punaise terne trouve les ressources qu'elle a besoin sur un environnement relativement restreint, elle va rester là pour se nourrir. Donc, si par exemple on avait des plantes sauvages à proximité d'une fraisière, bon, elle peut aller de temps en temps se nourrir dans la fraisière et revenir dans sa diète préférée, en fait, qui va être sa diète de plantes sauvages. Autre aspect intéressant qui va motiver les déplacements de la punaise terne, et ça, on l'a observé, nous, dans notre projet, ça va être la compétition intraspécifique. Donc, plus la densité de punaise terne est grande dans un milieu, plus ça va motiver les déplacements des femelles en dehors de cette zone-là pour aller pondre ses œufs dans un endroit où il y a moins de compétition, moins de congénères. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que quand on a fait notre battage en milieu naturel, donc quand la densité des larves en milieu naturel était importante, on capturait davantage de femelles dans nos pièges à phéromones, donc des femelles qui cherchent à pondre des œufs, dans nos pièges à phéromones, évidemment situés en milieu naturel, mais aussi dans nos pièges à phéromones en bordure de champ. On avait une tendance similaire pour les pièges situés au centre, mais elle n'est pas significative. Donc, ça veut dire que quand on a un milieu naturel riche en larves, ben, les femelles qui vont pondre vont réagir à ça en migrant. Et donc, ça devient un petit peu plus un problème à ce moment-là. Il faut garder ça en tête quand on gère la punaise terne. Et ben, donc, ce que ça l'entraîne, c'est que bon, quand on a beaucoup de larves en milieu naturel adjacent, ben, on a beaucoup de larves en champ après, que ce soit là, au centre ou en bordure. Quatrième aspect des motivations de la punaise terne de se déplacer vers un champ de fraises, ben, ça va être qu'il y a une perte d'habitat. Évidemment, si vous aviez un champ de luzerne à proximité et que là, il est récolté, il est rasé, puis que les punaises ternes, en tout cas une partie, vont survivre, eh bien, ils vont migrer vers un environnement alternatif, que ce soit dans des plantes sauvages à proximité des fraisières ou directement dans la fraisière. Ça nous amène donc à considérer le paysage comme pour la gestion, en fait. T'sais, quand vous avez vos champs de fraises, vous devriez avoir une idée générale de ce qui se trouve dans un rayon de 1 km de vos champs de fraises. Ça va vous permettre de comprendre quels sont les risques encourus par votre champ. Évidemment, vous gérez ce qui se trouve à l'intérieur de votre ferme. Mais sur un rayon d'1 kilomètre, la grande majorité des producteurs et des productrices vont pas pouvoir, n'auront pas une influence sur toute cette section-là. Donc, il faut considérer tout ce qui se trouve alentour dans un rayon d'1 kilomètre. Ces parcelles-là vont influencer les punaises ternes, vont influencer ses ennemis naturels, les prédateurs. Et aussi, on peut parler de connectivité. Quand on parle de connectivité, ce qu'on veut dire, c'est si, par exemple, on a deux zones intéressantes pour la punaise terne, si elle est séparée par une forêt qui est plus difficile pour le déplacement de la punaise terne, ou par exemple, eh bien, il y a moins de connectivité. Alors que s'il y avait un champ en friche, là, ça devient une zone très favorable à la punaise terne pour se déplacer. Donc, en résumé, pour le paysage, ben, vous ne contrôlez pas toute la zone d'influence de la punaise terne.
vous contrôlez ce que vous avez chez vous. Et évidemment, quand vous utilisez des insecticides pour protéger vos fraisiers, l'influence se fait presque limitée au champ. Évidemment, vous donnez un coup sur la population locale de punaises ternes, mais comme on a pu voir, elle est pas principalement dans vos fraisiers, elle est à l'extérieur. Donc, vous donnez un petit coup sur les fraisiers et quand l'insecticide bien se dégrade, après, bon, l'environnement redevient favorable à l'immigration des punaises ternes. Donc, ça amène à comment réfléchir l'aménagement. Est-ce qu'on peut mettre des zones qui permettent de réduire ou des zones tampons qui permettent de réduire l'impact des punaises ternes dans les champs qu'on veut protéger? Un aspect très intéressant à considérer quand on a une approche de paysage, c'est que les ennemis naturels deviennent des alliés vraiment très importants. Parce que les ennemis naturels, que ce soit les prédateurs, parasitoïdes, etc., ils vont poursuivre la punaise terne dans l'environnement. Donc, ils vont aller bien au-delà de votre ferme et ils vont aller dans son cercle, disons, dans sa zone d'influence. Mais c'est là, ils vont aller les chasser un peu partout. C'est des pesticides à tête chercheuse, si on veut. Ce qui nous amène aux gestes barrières. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a appris à adopter certains gestes, comme se laver les mains, porter un masque. Et c'est des gestes qui aident à réduire la propagation du virus, mais qui évidemment ne règlent pas la pandémie juste par ces gestes-là. Et c'est un petit peu la même chose pour la gestion des punaises ternes. Vous pouvez adopter des gestes barrières qui vont vous permettre de réduire son incidence, donc d'aplatir la courbe et de la maintenir gérable, si on veut. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai déjà parlé depuis plusieurs présentations, donc un peu sur les bancs de pièges et un petit peu sur une méthode en développement, donc les répulsifs. Donc, les bancs de pièges, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment un exemple chez un producteur chez qui j'ai travaillé en 2018, je crois. Et bon, vous voyez, c'est une fraisière tout à fait respectable, d'une superficie quand même considérable, dans laquelle le producteur laissait vraiment un rang, on pourrait dire un rang en friche, là, vraiment où il laissait les herbes, les plantes naturelles pousser. Et nous, on avait inclus là-dedans, on avait utilisé cet espace-là pour y mettre des bancs de pièges automnales de tournesol et de molène. Et quand on faisait l'échantillonnage dans ce champ-là, on se rendait compte que la vaste majorité des punaises ternes se trouve dans ce rang-là, disons le rang en friche, on l'a comme ça, et que les prédateurs aussi se trouvaient majoritairement dans cet espace-là. Donc, ça permet de concentrer les punaises ternes sur une plus petite surface. Donc, si on veut intervenir sur les punaises ternes, si elles sont concentrées, ben, on va être plus efficace que si on doit aller les chercher partout dans un champ. Dans des études menées en Californie, dans des fraisières biologiques à plus grande échelle, ils ont observé un petit peu le même phénomène. Donc, cette étude-là de Sweezy, publiée en 2013, en fait, il y avait un champ avec 25 rangs et il y avait aux extrémités des bancs de pièges, trap crops, de luzerne. Et ce qu'ils ont observé, c'est que 90% des punaises ternes échantillonnées dans leur projet se trouvaient soit dans la bande piège, soit dans le rang de fraises adjacent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le rang de fraises qui est très, très proche de la bande piège est vraiment plus à risque, mais les rangs au centre sont protégés davantage par la punaise terne. Donc, quand je vous parlais tantôt d'utiliser les insecticides de façon plus ciblée, ce qu'on pourrait penser dans une stratégie, ça serait juste de cibler les rangs à proximité des bancs de pièges et de réduire la fréquence des utilisations au centre des champs. Donc, eux, c'était 90% des punaises ternes observées sur une superficie de 6%. Donc, le rang 1 puis les bancs de pièges occupaient 6% de la superficie. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'en traitant ou en ciblant ces zones-là avec une méthode répressive, on peut s'attaquer à 90% en mettant, disons, 6% des efforts. Nous, on a fait différents projets de bancs de pièges depuis 2015. Là, je vous présente un résultat de ce qu'on a fait l'été dernier. En fait, on avait testé différents types de bancs de pièges dont je vais vous présenter à la prochaine diapositive.
Et bon, on avait un dispositif à pas mal moins grande échelle que l'autre étude. On avait 4 rangs de fraises. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à peu près 60% des punaises externes se trouvaient dans nos bancs de pièges et que les rangs adjacents avaient une quantité à peu près équivalente de punaises externes. Donc, nous, on n'avait pas l'effet de débordement très clair là, de rang 1 très à risque, rang 2, rang 3, rang 4. Donc, on attirait beaucoup, beaucoup de punaises externes dans nos bancs de pièges et on en avait relativement peu dans notre fraisière. Nous, vu qu'on avait une échelle plus petite, là, nos bancs de pièges représentaient 17% de la superficie. Donc, 60% des punaises externes sur 17% de la superficie. C'est une belle concentration quand même. Les différentes bancs de pièges qu'on avait, c'était des bancs de pièges composés de canola, de moutarde et de sarrasin. Et on avait une bande de pièges mixte composée à part égale des trois plantes autres, en fait. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a aucune différence statistique au niveau des proportions de punaises externes qu'on trouvait. Là, il semble avoir une petite préférence pour le sarrasin, un petit avantage, mais elle n'est pas statistique. Elle est dans la marge d'erreur. C'est donc dire que ces trois types de bandes pièges-là, ils sont efficaces contre la punaise externe, mais leur efficacité varie en fonction du moment de la saison. Donc, en juillet, les moutardes, la ligne jaune ici, était la plante la plus attractive. Donc, c'était les bandes pièges les plus efficaces. Et à partir de août, mais cette plante-là devenait de moins en moins intéressante. Elle devenait la moins intéressante en août et en septembre. À l'inverse, la plante la moins intéressante en juillet, le canola, devenait au mois d'août et en septembre la plante la plus intéressante. Donc, ces deux plantes-là avaient vraiment leur période à laquelle elles étaient intéressantes. À l'inverse, le sarrasin était, sans jamais être le meilleur, il était toujours parmi les meilleurs et il était bon pendant une longue période. Donc, le sarrasin était bon presque tout l'été. Et la bande mixte, ben, c'était la moyenne de tous. Donc, dans la bande mixte, on avait échantillonné du canola, de la moutarde, du sarrasin. Donc, évidemment, en plein mois de juillet, on avait la moutarde qui allait super bien, mais tu avais l'observation sur le canola qui faisait baisser la moyenne. Donc, on observe dans la bande mixte, juste mathématiquement, on observe quelque chose de moyen, ce qui est un peu normal. Mais l'avantage de la bande mixte, c'est qu'on tire avantage de ces trois plantes hautes-là, qui ont clairement une dynamique totalement différente au courant de la saison. Un projet, ben en fait, une approche qui est vraiment au niveau expérimental en ce moment, c'est utiliser des répulsifs pour gérer la punaise externe. La punaise externe, comme je vous ai dit tantôt, elle produit des phéromones sexuels. Ben, les femelles produisent des phéromones sexuels et que ces phéromones-là sont composés de principalement 3 molécules qu'on retrouve en quantité et en proportion spécifique pour envoyer le message de phéromones sexuels. Par contre, quand on fait, ces molécules-là vont être émises en des quantités différentes et vont envoyer des messages différents. Par exemple, quand les punaises externes sont agitées ou stressées, elles vont émettre énormément de la molécule HB en grande quantité et en grande proportion, et le message qui est envoyé serait, en tout cas en partie, une espèce de message de phéromone d'alerte du type « Attention, ici, il y a des prédateurs, c'est dangereux », donc un message répulsif. Il y a une recherche qui n'est pas encore publiée, qui est sous presse, qui va être publiée par Fontaine et al. Fontaine, c'est une chercheuse américaine qui a travaillé beaucoup sur les phéromones, autant chez Ligus lineolaris, notre punaise externe qu'on a au Québec principalement dans les champs de fraises. Et elle a fait des études sur différentes autres punaises. Celle-ci, c'est une étude sur la punaise externe européenne et ce projet-là a été mené là, en Angleterre. Et ce qu'ils ont utilisé, c'est vraiment un système de push and pull où ils avaient en périphérie des pièges avec phéromones sexuels, donc des pièges attractifs. Et au champ, ils ont mis des phéromones d'alerte, si on peut dire. Donc, ils avaient des pochettes avec un diffuseur ou imbibé principalement de HB. Et donc qui avait un effet répulsif. Donc, eux, ils s'attendaient à avoir moins d'individus au champ et donc plus d'individus en périphérie. Quand ils ont fait un test, d'abord juste pour calibrer leur expérience, ils ont remarqué que quand ils mettaient le HB à proximité des pièges à phéromones,
il capturait 99% moins de mâles dans les pièges à phéromones. C'est énorme. Je veux dire, il y a une réduction de presque 100% des captures quand on a ce composé-là dans l'environnement, ce répulsif-là. Et dans leur expérience de champ, ensuite, ils ont observé que leur système de push and pull avait réduit la population de punaisternes de 80%, et ce qui entraînait une réduction des dommages aux fraises de l'ordre de 50%. Donc, c'est considérable. C'est vraiment une approche qui est intéressante. En ce moment, c'est une approche totalement expérimentale. On n'est pas rendu à vous dire « Hey, il faut l'utiliser ». Et nous, on a vu un peu ce phénomène-là malgré nous en 2018. Ce qu'il faut savoir, on a suivi nos punaises ternes en 2018, 2019, 2020. Et on n'a pas utilisé la même recette en 2019-2020 qu'on avait utilisée en 2018 parce qu'on s'est rendu compte qu'au lieu d'être attractifs, nos phéromones sexuels étaient répulsifs. Et en fait, une des raisons à ça, c'est que nous, on utilisait un diffuseur avec une pochette et une espèce de petite rondelle en coton à l'intérieur qui était imbibée de la phéromone sexuelle, qui était initialement vraiment en proportion adéquate pour envoyer le message phéromone sexuel, mais que dans ces pochettes-là, une des molécules était instable et se décomposait. Et donc, ce qui restait très rapidement dans nos pochettes, c'était un message composé de HB et de E2HB. Et que ça avait un effet répulsif. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a capturé dans nos pièges à phéromones sexuels de cette année-là, qui n'est clairement pas des phéromones sexuels, 2,3 fois moins de mâles que dans les pièges témoins ou avec l'attractif floral qui, encore une fois, n'a eu aucun effet en 2018. Et donc ça nous a inspiré d'aller sur le terrain, de le tester. Et l'été dernier, on a testé du HB, mais on n'a clairement pas eu les résultats escomptés. Soit parce qu'on ne les a pas utilisés avec assez d'intensité, etc. Donc, c'est vraiment une méthode qui reste à bien définir, à bien peaufiner avant d'arriver à dire « Hey, ça fonctionne réellement sur le terrain ». Mais ça nous guide quand même vers compréhension du système. Un aspect plutôt intéressant de l'effet répulsif, c'est qu'il pourrait envoyer le message aux punaises ternes « Ici, il y a du danger », mais il pourrait aussi envoyer un message au mâle que ici, les femelles se sont reproduites. En fait, c'est que chez certaines espèces de myridés, le mâle, après s'être reproduit, il va marquer la femelle d'une odeur et la rendre moins attractive pour les autres mâles. Donc, comme ça, le mâle, lui, s'assure que la femelle utilise tous ses spermatozoïdes pour féconder ses œufs. Le mâle n'a aucun intérêt à ce que la femelle utilise les spermatozoïdes de d'autres mâles pour venir féconder ses œufs. Donc, comme ça, il marque la femelle et ça a un effet répulsif sur les mâles. Et donc, c'est possible aussi que le composé qui restait, c'était pas une phéromone d'alerte, mais juste un marquage, une phéromone équivalente à un marquage que feraient les mâles sur les femelles. Et ça, on espère pouvoir le définir en laboratoire dans les prochaines années. On se pose la question, en fait. Donc, ce qu'on a vu depuis le début, c'est que la punaise terne, elle va baser ses décisions sur plusieurs facteurs. Facteur olfactif, qu'elle va utiliser surtout à longue distance. Donc, elle va repérer des zones intéressantes avec les odeurs. Donc, on a vu tantôt les femelles qui vont être attirées quand même par les phéromones sexuels simplement parce que ça va peut-être leur suggérer que cet environnement-là est de qualité. Donc, elles vont explorer ces zones-là. Ils vont utiliser aussi les couleurs, ça c'est plus à proximité. Un coup qui s'approche de la zone intéressante, là ils vont essayer de repérer l'environnement avec des couleurs. Chez Ligus lineolaris, on n'a pas beaucoup de connaissances sur sa réponse aux couleurs. Ce qu'on sait, c'est en général, chez les punaises ternes, le vert, le blanc, le jaune fonctionnent assez bien pour les captures, alors que le rouge et le noir sont les pires couleurs de piège pour calculer les punaises. C'est intéressant de voir que le rouge se trouve parmi les pires. Ça veut donc dire que des fraises déjà mûres, rouges, sont peu intéressantes probablement pour la punaise terne, sont peu attractives. Ça va vraiment être les fleurs ou le jeune fruit en développement qui va être une ressource valable pour la punaise terne.
Autre chose qu'ils vont considérer, c'est les opportunités de reproduction, d'alimentation. Donc, est-ce que je peux trouver des partenaires sexuels? Est-ce que je trouve un environnement adéquat pour la ponte de mes œufs? Est-ce que la compétition interspécifique est grande, suffisamment ou faible? Est-ce qu'il y a une opportunité d'aller pondre là? Et l'autre aspect, ça va être les facteurs de risque. Prédateurs ou autres ennemis naturels présents dans l'environnement. Ça peut changer la décision. Et évidemment, l'utilisation d'insecticides aussi. L'insecticide, en plus d'avoir un effet évidemment mortel, va avoir un effet répulsif à certains égards sur la punaise. Dernier aspect que j'aborde avec vous aujourd'hui, c'est le système immunitaire. Non, ce n'est pas le système immunitaire de la punaise externe, c'est le système immunitaire de vos champs. Donc, je vais parler des ennemis naturels qui jouent un rôle très important dans la régulation des punaises ternes et qui vous offrent des services écosystémiques non négligeables. La punaise terne a vraiment plusieurs ennemis naturels qui vont contribuer à réguler leur population. On peut parler des parasitoïdes. Il y a certains parasitoïdes qui sont relâchés aux États-Unis contre la punaise terne. Donc, on en voit ici qui pondent dans les larves. Il existe une panoplie de prédateurs, dont Nabis, la punaise dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé dans le passé. Nabis, que nous, on travaille beaucoup dessus pour la développer et la rendre un agent de lutte biologique disponible pour vous, qui est probablement un des principaux prédateurs de punaises ternes, au moins au Québec. Et il existe aussi des maladies comme les champignons automopathogènes, comme Beauvaria bassiana, qui a déjà été démontré sur le terrain au Québec pour être efficace contre la punaise terne. Il existe différentes stratégies de lutte biologique. Il existe celle qu'on appelle la classique, où quand on a un ravageur, souvent un ravageur qui est non indigène, mais on introduit son prédateur dans l'environnement et ce prédateur-là, théoriquement, maintiendrait les populations de ravageurs sous le seuil économique et permettrait une gestion là, sans utilisation ou utilisation restreinte des insecticides. Autre stratégie, c'est par conservation, c'est-à-dire on aménage l'environnement afin de promouvoir le rôle que jouent les ennemis naturels déjà présents dans l'environnement. Donc, vous en avez en ce moment près de vos champs des ennemis naturels et en aménageant de façon stratégique votre environnement, mais vous pourrez bénéficier davantage des services écosystémiques que vous procurent ces ennemis naturels-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux stratégies-là jouent un rôle réellement important dans vos champs, vraiment important, mais clairement insuffisant pour maintenir la punaise terne sous les seuils économiques. Entre autres parce que les fraisiers sont extrêmement vulnérables à très peu de punaises. Donc, on atteint vite les seuils économiques avec très peu d'individus. Ça ne laisse vraiment pas une grosse marge. Et ces approches-là sont à garder en tête. Vous devez les considérer, surtout par conservation. Vous devez les considérer quand vous planifiez la gestion de votre champ. Mais évidemment, ce n'est pas la seule option là, disponible. Troisième option, c'est par inondation. Donc, l'introduction répétée d'agents de lutte biologique. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment au CRAM. On travaille sur la punaise Nabis americoferus. Donc, c'est un des principaux, sinon le principal prédateur de punaise terne. La punaise Nabis elle a un cycle très similaire à la punaise terne. Elle aussi, elle passe l'hiver sous forme adulte. Elle émerge au printemps à peu près en même temps que la punaise terne et elle suit son cycle comme ça durant la saison. C'est précisément un prédateur, elle ne cause pas de dommages aux plants. Toutes les punaises, que ce soit prédatrices ou phytophages, vont boire de l'eau, mais en buvant de l'eau, quand ils piquent dans le plant, c'est pas là qu'ils vont causer des dommages. Ils ne vont pas excréter leur salive, donc ils ne vont pas avoir d'enzymes qui vont détruire les tissus. Ils vont juste prendre de l'eau, puis ça va leur permettre de faire de la prédation. Donc, Nabis fait un petit peu la même chose. Donc, si vous voyez cet insecte-là, le bel insecte, c'est une larve ici de stade 5, eh bien, vous êtes content. Et je suis persuadé que la grande majorité d'entre vous avez cet insecte-là dans vos champs ou du moins à proximité. J'en ai vu dans des productions fraisières là, très intensives. Donc, c'est quand même un insecte qui réussit relativement bien à gérer l'intensité d'une fraisière conventionnelle. Donc, on a évalué son potentiel en laboratoire avec différents tests.
Ici, on a défini sa réponse fonctionnelle. Donc, comme je disais tantôt pour la punaise terne, on offre différentes densités de punaise terne et on regarde quelle proportion de la population va être consommée. Donc, à mesure qu'on rajoute des punaises ternes, des proies disponibles, la punaise nabis augmente son taux de prédation jusqu'à atteindre un certain plateau, à peu près à 12 punaises ternes par jour. Donc, la punaise nabis a quand même le potentiel de consommer 12 punaises ternes par jour. Ça peut quand même être énorme. 12 aujourd'hui, 12 demain, 12, etc. Donc, une punaise terne adulte a quand même un fort potentiel en lutte biologique. Dans d'autres tests, on avait fait des combinaisons où on avait testé des stades larvaires différents de nabis versus des stades de développement différents de la punaise terne. Donc, par exemple, on offrait à des adultes de nabis des adultes de punaise terne, des stades 5 de punaise terne et des stades 3. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la punaise nabis va consommer les stades équivalents à elle et inférieurs. Donc, l'adulte de punaise nabis consomme des adultes de punaise terne et des larves. Les larves 5 de nabis vont consommer les larves 5 de la punaise terne, mais pas vraiment les adultes. Et donc, ainsi de suite. Ça a une grande incidence sur l'efficacité naturelle de nabis comme agent de lutte biologique. C'est-à-dire que si la punaise terne est en avance dans son cycle par rapport à nabis, eh bien, elle va bénéficier de fenêtres d'opportunité où elle va représenter un plus grand risque pour la production de fraises. Par exemple, si la punaise terne est rendue au stade 5, alors que la punaise nabis est rendue au stade 3 de son développement larvaire, mais il va y avoir très peu de pression de prédation de nabis sur la punaise terne durant une période de temps. Dès que nabis atteint l'âge adulte, eh bien là, elle va devenir un agent de lutte biologique très important de la punaise terne. Donc là, il va y avoir une fenêtre où nabis a une grosse pression sur la punaise terne, donc réduit son incidence. Par contre, si les fenêtres où nabis a moins d'importance, moins de pression, fait moins de pression de prédation sur la punaise terne, si cette fenêtre-là concorde avec la floraison des fraisiers, bien, vous comprenez que pour la lutte biologique ou pour ce qu'on a de besoin de nabis, là, ça ne devient pas adéquat naturellement. Ça veut donc dire qu'il faudrait utiliser une stratégie où on relâche des individus, donc une stratégie par inondation. Et ça, on essaie de définir les paramètres de cette approche-là en ce moment. On n'a aucune idée de combien introduire de nabis au champ. On n'a aucune idée de à quel moment puis à quelle fréquence les introduire au champ. Là, on est vraiment à l'aveugle là-dedans et on fait des tests et on essaie de voir ce que c'est. Et éventuellement, on va pouvoir arriver avec la réponse. Pour bien gérer la punaise terne au champ, il faut lâcher tant de nabis à telle fréquence et à tel moment. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous le dire. Par contre, je peux vous présenter les résultats qu'on a en cours de route. En 2019, on était sur le terrain, on a fait des parcelles de fraises et c'était les mêmes parcelles de fraises que je vous ai présentées au début où on avait de l'amarante et aussi de l'herbe à poux à proximité. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est les populations sur l'ensemble des plantes hautes, donc par parcelle. Donc il y avait ici, ça combine fraisier, herbe à poux et amarante. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu déjà à peu près 3 phases qu'on peut dire du cycle de la punaise. On a une phase, disons, appelons-la de latence, où il y avait relativement peu de punaise terne. Une phase de croissance exponentielle très rapide. Donc, dans une semaine, là, il y a eu un bond spectaculaire de la population de punaise terne. Et ensuite, il y avait une augmentation plus modérée, voire un plateau de la population de punaise terne. Et nous, on a introduit une seule fois, au début août, nos nabis plutôt, et à des densités différentes. Donc, on avait une nabis pour 4 plants, 2 nabis pour 4 plants et 3 nabis pour 4 plants de fraisier. Et donc, ce que vous voyez, c'est déjà, bon, le plus fort taux d'introduction de nabis a eu un impact très vite et très rapide sur la densité de punaise terne. Donc, quand la population témoin commençait à augmenter, bien, elle a connu une baisse pour la forte densité de nabis. Par contre, les deux autres densités de nabis ont eu un impact un petit peu plus tard dans l'été, donc dans la phase, disons, plateau, où les 3 taux d'introduction de nabis ont permis de vraiment aplatir la courbe de la punaise terne par rapport aux témoins. Donc ça, c'est vraiment un exemple de aplatir la courbe, dans le sens vraiment Dr Arruda du terme.
peut voir que la vaste majorité des punaises ternes se retrouvaient sur l'herbe à poux ou sur la marante, comme je l'ai précédemment fait remarquer, et que l'introduction des prédateurs a eu un petit effet sur l'herbe à poux, un effet plus mitigé, disons, sur la marante, mais que l'effet était principalement noté sur les fraisiers. En fait, si on compare le témoin avec le meilleur des traitements, qui a été au final 0,5 nabis par plan, bien, on avait une réduction de la population de punaises ternes de 67%. C'est considérable. Et donc, quand on s'intéressait aux larves, parce que c'est vraiment les larves qui permettent de prendre une décision à savoir si vous traitez ou non aux insecticides contre la punaise terne, donc c'est vraiment les larves qui permettent d'établir le seuil. Et le seuil ici, c'est la ligne pointillée noire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le traitement avec une punaise nabis pour 2 plants permettait de maintenir la punaise terne sous le seuil économique. Les 2 autres traitements permettaient de la maintenir alentour du seuil économique, tandis que le témoin était largement au-dessus du seuil économique. Donc, ça suggère que en introduisant Nabis, on pourrait réduire le nombre de fois où on va avoir à utiliser un insecticide. Peut-être sur une relativement longue période ou courte période. On est encore à déterminer ça. Autre aspect, c'est la date d'introduction. Donc, dans ce projet-là, on s'est intéressé à 3 dates qui étaient aussi déterminées de façon complètement arbitraire parce qu'on n'a aucune idée au départ c'est quoi le bon moment pour introduire Nabis. Donc, on avait introduit vraiment là, fin juillet. Ça correspondait au moment où on commençait à voir des adultes venir pondre sur nos fraisiers. Le deuxième, c'était la même date d'introduction que l'expérience que je vous ai présentée plus tôt. Et ça correspondait là, à on commence à voir des larves apparaître sur les fraisiers. Et la troisième date, c'était les larves qu'on voyait il y a 2 semaines auparavant, là, sont devenues adultes. Là, on va traiter avec nos adultes Nabis. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la meilleure date d'introduction, c'est qui permettait aussi de garder la punaise terne sous le seuil, c'était vraiment la 2e date. Donc, c'était d'intervenir ni trop tôt, ni trop tard, juste au bon moment, permettait d'avoir une pression significative sur la punaise terne et d'avoir quelque chose d'assez satisfaisant au final. On s'intéresse, dans le cadre de notre programme de recherche sur Nabis, on a vraiment plusieurs projets sur Nabis en parallèle de nos projets sur la punaise terne. On essaie de développer, par exemple, différents aspects de comment l'élever en laboratoire, comment l'élever de masse pour éventuellement qu'elle devienne un agent de lutte biologique qui peut être acheté. Et on s'intéresse à un aspect plus théorique qui est l'agressivité des Nabis. L'intérêt de l'agressivité d'un agent de lutte biologique comme Nabis, c'est qu'on sait que c'est un agent de lutte biologique relativement agressif et qui peut s'attaquer à lui-même. Donc, dans un élevage en laboratoire, des Nabis très agressifs auraient plus de cannibalisme, donc ce serait plus compliqué à élever. Par contre, l'avantage de l'agressivité, c'est que sur le terrain, ils vont faire un taux d'attaque supérieur et donc ils devraient être plus efficaces. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là théorique de dire est-ce que c'est avantageux ou pas d'être très agressif d'un point de vue lutte biologique. Donc, on a fait une sélection, donc on a créé des lignées où on choisissait des individus de plus en plus agressifs ou de plus en plus dociles. Donc, on a commencé avec une population qu'on a capturée sur le terrain, un paquet de Nabis un petit peu partout. On a testé leur agressivité dans un test standardisé qu'on a fait. Le test, là, il donne un score d'agressivité ou un indice d'agressivité qui varie entre 6, donc très agressif, et moins 6, qui est très docile, ou le maximum de docilité qu'on pouvait avoir dans le test. Et on a vu que la population était plutôt docile, moins agressive qu'on s'attendait au départ. Mais en sélectionnant l'agressivité, on a réussi, après une sélection de la génération 1 et la génération 2, à créer des populations qui sont distinctement différentes au niveau de leur agressivité ou de leur docilité. Après 2 sélections, on produisait relativement peu d'individus, donc on a relâché la sélection, juste garder nos populations sans faire de sélection. Et ces différences-là d'agressivité et de docilité se maintenaient dans le temps. On aurait voulu recommencer la sélection à partir de la 5e génération,
Mais c'est là que ça correspond à il y a 1 an exactement. La pandémie est arrivée. On avait plus ou moins accès, là, on avait un accès plutôt limité à nos laboratoires parce que cette expérience-là se menait à l'UQAM. Et donc, on a juste maintenu nos populations, mais on n'a pas pu refaire de sélection. On a fait 2 sélections très intensives et on a maintenu nos populations. On a augmenté nos populations en nombre, puis on s'est dit, on va aller sur le terrain, tester, voir si l'agressivité a une quelconque influence sur ce qui nous intéresse en lutte biologique. Avant d'aller sur le terrain, donc à peu près 6 générations après la 4e ici, donc plusieurs générations après, on a été testé s'ils avaient maintenu leur agressivité ou leur docilité, et c'était bien le cas. Donc, on voit que les lignées dociles étaient encore très dociles, alors que les lignées agressives étaient très agressives. D'ailleurs, en élevant l'insecte, on se rendait très bien compte que les agressives étaient beaucoup plus difficiles à élever que les dociles. Par exemple, on les maintient, là, on maintient 4 larves dans un petit pot de margarine. Si on fait ça avec les agressives, à la fin, il nous reste une adulte. Alors que pour les dociles, c'est très, très fréquent qu'on obtient 4 individus qui arrivent à l'âge adulte. Donc, vous comprenez la complexité un peu supérieure pour l'élevage, du moins. Ensuite, on va aller voir l'efficacité sur le terrain. On est retourné dans exactement le même champ qu'on avait utilisé en 2019 pour l'expérience que je vous ai présentée plus tôt. Et on a fait cette fois-ci 3 lâchers à des densités de 0,5 nabis par plant de fraise. On avait exactement la même disposition que l'année dernière, sauf que 2019 plutôt, sauf qu'on n'a pas laissé des plants d'amarante et d'herbe à poux pousser à côté. Par contre, on avait laissé des plants de molène pour faire un suivi à l'automne. Donc ici, c'est vraiment les populations sur fraisier qu'on voit dans cette courbe-là. Et on a une tendance relativement similaire à 2019, donc une période de latence, une croissance vraiment rapide sur une très courte période. Et ce qu'on aurait dû avoir, on aurait dû avoir un plateau. Ici, on a plutôt une autre baisse, on a une vallée à travers 2 pointes importantes. Donc, c'est peut-être parce qu'on a relâché des individus qu'on a un peu bouleversé le cycle comme ça de la punaise terne. Mais un aspect intéressant, ou je veux dire, quand on fait des recherches, on n'obtient pas toujours la réponse qu'on aimerait avoir, c'est qu'on n'a pas obtenu des différences significatives entre notre témoin où on ne lâchait pas de nabis et nos deux traitements où on avait les lignées dociles versus les lignées agressives. Il y a une tendance, là, si on regarde, il y a une tendance à en avoir plus de punaise terne dans le témoin que dans les zones qui ont été traitées en abysse, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Et l'une des raisons à ça, c'est qu'on avait une densité très faible de punaise terne dans notre champ. Juste mathématiquement, là, pour obtenir des différences qui sont statistiques, si vous avez une base de données avec juste des zéros, c'est très, très difficile de discerner une vraie différence statistique entre pour arriver à la conclusion de il y a des différences entre nos traitements. Juste mathématiques, c'est possible. Autre hypothèse pourquoi on n'a pas réussi à observer des différences sur la densité des punaises ternes, c'est que, bon, Nabis, on en a relâché vraiment beaucoup dans notre champ. 3 lâchés, c'est peut-être trop. Et elle s'est redistribuée dans l'espace. Et donc, on a retrouvé, grosso modo, autant de Nabis, sinon plus, dans le témoin que dans les parcelles traitées. Donc, Nabis a eu peut-être un effet local pendant un certain moment, mais elle a pu ensuite se retrouver, elle s'est redistribuée dans l'environnement. Et donc, elle a impacté la quantité de punaises ternes qu'on observait dans notre témoin, et donc elle a influencé nos analyses statistiques après. Un aspect, on a parlé du paysage tantôt, et l'aspect intéressant, c'est que ici, le champ, en fait, ici, c'est la propriété là où on a fait nos tests. Le champ en rouge, c'est là où on a fait nos tests de Nabis en 2019 et en 2020. Et donc, en 2020, on avait 0,12 punaises ternes par battage en moyenne sur les fraisiers de ces parcelles-là. Mais ça, on regarde au niveau du paysage, parce qu'on s'est demandé, est-ce que c'est juste que nous, on n'avait tellement pas de punaises ternes que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a été voir, on avait d'autres projets à proximité de tout ça. On a été voir, on avait 3 fois plus de punaises ternes, en fait, sur les fraisiers dans ces parcelles-là. Parcelles où on ne lâche pas, de nabis, en fait. Donc, c'est possible
que soit la population de Nabis de 2019 a fait un ménage dans ce coin-là, donc a réduit les punaises ternes disponibles dans ce coin-là, soit qu'on a lâché trop d'individus en 2020 et que ça a vraiment tellement réduit notre densité dans notre zone d'étude qu'on n'arrivait même plus à avoir assez d'individus pour discerner des différences statistiques, ou que pour d'autres raisons, on réussit à attirer les punaises ternes dans ces parcelles-là où il y avait par exemple des bandes pièges, etc. C'est à définir, on ne sait pas. Mais vous voyez l'effet du paysage. Dans le paysage, il y en a, mais dans nos parcelles à Nabis, il y en a pas mal moins, 3 fois moins. Un aspect, par contre, réellement intéressant qu'on a observé dans cette étude-là, c'est quand on regarde au niveau du pourcentage de dommages par la punaise terne, pourcentage de dommages faits aux fraises. Ce qu'on voit, c'est que dans les parcelles où on avait introduit les punaises Nabis agressives, on avait significativement moins de dommages que dans le témoin ou que dans les punaises Nabis dociles. Et ça, durant toute la saison. Donc ici, on voit vraiment la courbe en fonction des dates, donc la proportion de fraises endommagées sur la totalité des fraises qu'on a récoltées. Donc on voyait la courbe rouge est constamment en dessous. C'est donc dire que la punaise Nabis, très agressive, entraîne pas un changement de densité de population de punaise terne, mais entraîne un changement de son comportement. Dans le fond, on sait que la punaise Nabis très agressive fait par définition beaucoup d'attaques. Donc, elle génère possiblement plus de peur chez la punaise terne que la punaise Nabis docile. Donc, quand on introduit la punaise Nabis agressive, bien là, la punaise terne, qui avait libre choix de consommer tous les fraises disponibles, va changer son comportement, va adopter des comportements antiprédateurs, peut-être en étant plus vigilante, peut-être en consommant, en restant dans des endroits plus restreints, parce que plus qu'elle se promène, plus qu'elle a de chances de tomber sur Nabis. Et donc, au final, c'est qu'il va y avoir moins de dommages aux fraises. Et nous, ce qu'on a observé, c'est quand même 1,8 fois moins de dommages aux fraises avec le traitement de punaise terne agressive, de punaise Nabis agressive. Donc, évidemment, ça reste très théorique et tout à fait en développement, mais vous voyez l'intérêt un peu de la chose. Et dans les prochaines années, on pourra peut-être arriver à quelque chose d'encore plus concret pour vous. Vous voyez l'orientation que ça prend. Un autre aspect de ce projet-là, c'est qu'on avait laissé des plants de molène à proximité parce qu'on sait que la punaise terne va aller exploiter le plant de molène après avoir exploité les fraisiers. Donc, c'est vraiment un hôte exploité à l'automne, un hôte relativement de qualité qui fournit une ressource de qualité et un abri contre le froid aux punaises ternes. Et bon, dans d'autres projets que vous avez déjà présentés, on a remarqué des grandes densités de punaises ternes dans la molène. On peut observer 25 individus dans un seul plant. C'est énorme. Et ce qu'on a pu observer, c'est que bon, la punaise terne va l'exploiter, mais Nabis aussi, on en voit beaucoup. Donc, le plant de molène à l'automne devient une arène ou une zone de combat dans laquelle Nabis a un sérieux avantage. Parce que si vous regardez les densités, juste par exemple sur le témoin, donc dans le témoin, on avait environ 0,35 punaises ternes par plant, par observation, mais on avait presque 0,3 Nabis par plant. Donc, on avait un ratio prédateur-proie largement avantageux au Nabis. Donc, à ce moment-là de la saison, Nabis peut jouer un rôle très, très, très important sur la régulation générale de la punaise terne. Et donc, avoir un effet préventif, réduire les populations de punaises ternes avant même qu'elles deviennent un problème l'année suivante. Donc, quand vous pensez à votre système, il faut vraiment penser dans son ensemble sur 365 jours et sur un environnement plus vaste. Résultats, des fois, on a des résultats en champ qui sont, ou dans des expériences qu'on a de la difficulté à s'expliquer. Je ne m'explique pas pourquoi qu'on a observé plus de Nabis sur nos molènes dans nos parcelles témoins que dans nos parcelles dociles. Ou même une tendance similaire, pas statistiquement différente, mais quand même dans nos parcelles agressives. Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'on va comprendre le système un peu plus tard. Vous voyez qu'on est continuellement en train d'apprendre. Autre aspect réellement intéressant de Nabis, ce n'est pas nous qui avons fait les études, c'est d'autres chercheurs en 2012. Et en fait, ils ont marqué des Nabis, puis ils ont marqué des punaises ternes, puis ils ont regardé
leur capacité de dispersion. Tantôt, je vous avais présenté les données sur la punaise terne. Donc, elle avait quand même une bonne capacité de dispersion, mais Nabis, elle a au moins une capacité de dispersion qui est en fait au moins égale et supérieure à la punaise terne. Donc, sur la même période de 5 jours, ils ont remarqué que Nabis peut parcourir en moyenne 1637 mètres, donc plus que 1,6 km de rayon de la place où elle était 5 jours auparavant. Et qu'elle aussi parcourt jusqu'à 2350 mètres. Même dans une autre occasion, ils en ont observé à plus de 5000 mètres, donc 5 km de distance. Nabis, son grand avantage, c'est qu'elle va aller chasser la punaise terne partout où elle est. Elle la poursuit. On sait par des tests de laboratoire que je ne vous ai pas présentés encore qu'elle répond à l'odeur des punaises ternes. Donc, si on lui offre l'occasion, elle va aller vers la punaise terne. C'est réellement un pesticide à tête chercheuse et il y a vraiment un avantage à penser, quand on pense en termes de paysage, à introduire ou du moins à valoriser le rôle que Nabis joue dans vos fraisières. Évidemment, quand on a une stratégie de lutte par inondation, on a un impact immédiat très, très faible. Ensuite, on va avoir un impact plutôt à long terme. C'est un peu comme la vaccination. Vous savez, quand vous recevez le vaccin en ce moment contre le coronavirus, vous avez une période de 14 jours avant de devenir pleinement immunisé, en fait. 14 à même 21 jours. C'est la même chose, il y a des délais pour les agents de lutte biologique qui va quand même avoir des effets à court terme, une réduction des densités, du moins une augmentation de la peur, par exemple, comme on l'a vu pour nos nabis agressives. À plus moyen terme, on va pouvoir réduire la survie hivernale, réduire la reproduction. Par exemple, en augmentant le stress chez la punaise terne, mais on augmente, en fait, ça va réduire sa capacité à avoir des réserves d'énergie qui vont être très nécessaires à la survie hivernale. Ça va réduire sa reproduction, ça va changer ses choix et ça va permettre ultimement de diminuer sa population. Donc, pas seulement en tuant des individus, mais aussi en les stressant. Et à long terme, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un impact sur la population locale de punaise terne. Pas juste dans votre champ, mais sur la population qui a un rayon d'influence sur votre champ. Donc ici, c'est une photo de punaise terne en train de se nourrir, de punaise nabis, en train de se nourrir d'une punaise terne sur une plante de molène. Donc vous voyez un peu la dimension des deux insectes. Là, la punaise nabis est légèrement plus grande, plus grosse que la punaise terne, mais c'est pas frappant. Malgré tout, Nabis, c'est vraiment un tigre par rapport à un mouton, là, si on parle de prédation sur la punaise terne. C'est très violent. Et donc, comment aplatir la courbe de la punaise terne? Aujourd'hui, je vous ai présenté quelques outils, principalement les ennemis naturels, l'utilisation de bandes pièges ou de bandes réservoirs, si vous voulez, parce qu'il y a certaines de ces plantes-là qui attirent aussi beaucoup de nabis. Et comment il faut considérer le paysage dans votre gestion de votre fraisière. Donc, d'avoir un aspect plus local plutôt que juste uniquement le champ. Tous ces méthodes-là permettent d'aplatir la courbe. Donc, plutôt que d'avoir l'espèce de courbe rouge catastrophique, on pourrait penser avoir une courbe plutôt jaune, mais peut-être même idéalement une courbe bleue. Et donc, d'avoir des interventions qui sont moins fréquentes, moins virulentes, donc moins difficiles pour le système, qui débalancent moins votre système. Et ultimement, utiliser moins les insecticides pour gérer la punaise terne. Et ça aurait des conséquences collatérales positives, par exemple sur d'autres organismes comme les acariens prédateurs qui permettent de gérer les tétraniques ou encore le tarseau ou d'autres organismes que vous aurez à combattre dans votre champ. Évidemment, il n'y a aucun des outils que je vais présenter qui est une panacée. C'est pas, vous utilisez Nabis, vous n'aurez plus jamais de problème de punaise terne. C'est pas du tout le message que je vous envoie, mais ce que je vous envoie, c'est que ça fait partie des outils à considérer, ça fait partie de la résilience du système et c'est important de l'avoir en tête quand vous gérez votre champ. Même si je sais très bien que vous avez déjà beaucoup de choses à considérer quand vous gérez votre champ.
Et donc, ça nous amène vers une lutte intégrée. Donc, une lutte où on fait une plus grande place à l'utilisation d'une méthode alternative et qu'en dernier recours, on a toujours les produits phytosanitaires pour protéger les cultures. Évidemment, il y a peu de producteurs biologiques en ce moment de fraises, mais éventuellement, peut-être qu'en faisant une transition comme ça l'aide tranquillement à vous faire gagner en confiance sur le système, à vous faire mieux comprendre le système, et donc vous serez plus enclin à adopter ces méthodes-là. Je vous suggère aucunement d'y aller all-in tout d'un coup puis de faire tout votre champ, mais vous pourriez considérer, par exemple, avoir un bout de champ ou un champ où vous commencez à utiliser ce genre de méthode-là et vous adapter, vous habituer à ce genre de pratique-là. Et une opportunité d'utiliser ces méthodes-là, c'est de participer à nos projets de recherche. En fait, on est à la recherche de champs, de fraises à jour neutre pour l'été prochain, où on utiliserait des bancs de pièges et principalement des nabis comme méthode répressive. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez un intérêt, particulièrement si vous êtes dans les Laurentides ou la Naudière, parce qu'évidemment, nous, il faut qu'on se déplace. Et si vous êtes près de chez nous, on est à Mirabel, c'est plus facile. Vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des questions, éventuellement sur le système. Vous pouvez m'écrire pour partager vos expériences. Et j'ai essayé les ventes pièges, j'ai observé des trucs. Je suis vraiment intéressé à savoir ce que vous vivez, puis ça m'aide après à ajuster. Puis c'est des connaissances vraiment pratiques qui nous permettent de peut-être considérer des fois des avenues d'améliorer. Puis ultimement, ben, c'est vraiment un service, dans le fond, c'est pour vous. Là. Éventuellement, moi, j'ai absolument rien à vendre. C'est pour vous, produisez les meilleures fraises possibles et on souhaite que vos entreprises soient les plus prospères possibles. Je tiens à remercier quand même un gros groupe de personnes. La présentation, c'était pas juste moi, c'était Mireya Sola aussi qui travaille avec nous et c'était Caroline Provost qui est la directrice ici au centre de recherche. Mais mon équipe qui est avec moi et qui me permet de faire ces différents projets de recherche-là, Maude, Ariane, Mylène, très importante dans mon équipe. Et nos assistantes Chiara et Naïs aussi qui nous supportent. La plupart des projets de recherche sont faits en collaboration avec des chercheurs de l'UQAM. On a Pierre qui fait une maîtrise sur l'agressivité des punaises nabis. On a Oscar qui vient terminer sa maîtrise sur les phéromones sexuels de la punaise terne plutôt. Et 3 professeurs de l'UQAM qui travaillent avec nous, Éric Lucas, Daniel Chapdelaine qui est un chimiste, et Pierre-Olivier Montiglio qui travaille aussi sur les aspects évolutifs que je n'ai pas pu vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter un volet variant de la punaise terne et comment ça évolue dans le système. Mais je n'avais pas suffisamment de données encore pour vous le présenter. Éventuellement, je le ferai si vous êtes intéressé. Un gros merci à tous les producteurs et les productrices qui ont participé à nos projets. On est toujours très content de pouvoir aller chez vous. C'est vraiment un privilège. Et on espère que vous serez intéressés de continuer à collaborer avec nous. Un gros merci aux agronomes à l'Arbi et à l'IET, qui sont les agronomes avec qui nous aiguillent dans la production de fraises, parce qu'aujourd'hui, je vous ai présenté principalement nos résultats dans la fraise, mais il y a d'autres agronomes avec qui on travaille pour production maraîchère. Merci à l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec qui nous appuie dans la presque totalité de nos projets sur la fraise. Et un gros merci au financement aussi, les programmes de financement comme Prime Vert et Innovation qui sont au Québec, et les programmes fédéraux comme Agri-Sciences et l'Agrap Bio aussi qui nous financent, qui sont des partenaires extrêmement importants pour pouvoir explorer différents aspects, là, punaise abysses et la punaise terne. Avez-vous des questions?